Madame Dubois s'arrêta au milieu du couloir lorsqu'elle vit l'homme grand qui marchait vers sa salle de classe. Il était exactement 14h15 par un mardi gris de mars, et elle venait de sortir de la salle des professeurs après une réunion frustrante sur le manque de budget pour le matériel pédagogique. Après 35 ans d'enseignement à l'école primaire Henri Barbus, à Bondy, elle reconnaîtrait ce sourire timide n'importe où. C'était le même sourire du garçon qui avait l'habitude d'arriver en courant avec 5 minutes de retard, encore essoufflé de l'entraînement matinal au Bondy Nord Football Club. Ses chaussures de futsal debout nouées autour du cou. « Kylian » chuchota-t-elle, ses mains tremblant tandis qu'elle tenait la pile de cahiers déjà jaunis par le temps. Il y avait 32 cahiers là, chacun représentant un enfant sous sa responsabilité. Ses lunettes de lecture à monture dorée, les mêmes qu'elle portait depuis 10 ans, glissèrent sur son nez tandis qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. L'homme devant elle portait un jean foncé, une chemise blanche simple et des baskets noires discrètes. Rien qui criait richesse ou célébrité, mais il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa confiance silencieuse, qui révélait qui il était devenu. « Bonjour Madame Dubois » répondit-il, exactement comme il le faisait quand il avait 8 ans et arrivait en retard au cours de mathématiques. Sa voix était plus grave maintenant, touchée par un accent parisien qui n'existait pas avant, mais la timidité respectueuse demeurait intacte. Il inclinait encore légèrement la tête quand il lui parlait, comme s'il était encore le garçon qui s'excusait de ne pas avoir fait ses devoirs. La nouvelle se répandit dans l'école comme un feu dans un champ sec. D'abord ce fut Madame Girard de la salle d'à côté, qui jeta un œil par l'entrebâillement de la porte et courut le dire à la directrice adjointe. En quelques minutes, les enfants collèrent leurs visages aux fenêtres des salles de classe, laissant des traces de respiration sur le verre poussiéreux. Les employés s'arrêtèrent dans ce qu'ils faisaient. Marie, la femme de ménage de 60 ans qui connaissait Kylian depuis petit, lâcha sa serpillière au milieu du couloir et resta plantée là, les mains couvrant sa bouche. Sylvie, la secrétaire qui se plaignait toujours de tout, abandonna le téléphone qui sonnait sans arrêt, et courut voir de ses propres yeux. Même le directeur, M. Laurent, un homme normalement composé et formel qui portait le même costume bleu marine depuis 5 ans, courut dans les couloirs avec une expression d'incrédulité totale. Sa cravate était de travers, ses cheveux grisonnants et bourriffés, et il tenait ses lunettes pour qu'elles ne tombent pas tandis qu'il descendait les escaliers en trébuchant. « C'est vrai ? C'est vraiment lui ?» demanda-t-il essoufflé à Madame Dubois. Kylian Mbappé était revenu. Pas pour une visite officielle avec les caméras de TF1 et les journalistes de l'équipe, pas pour une inauguration pompeuse avec les autorités locales et des banderoles commémoratives, mais seul, un mardi quelconque de mars, portant un simple sac à dos en cuir marron, usé le même qu'il utilisait pour porter ses livres scolaires, et une grande enveloppe jaune, de celle utilisée pour les documents importants, dans les mains. « Je pensais que tu ne reviendrais jamais ici », dit Madame Dubois, ses larmes embuant ses lunettes de lecture. Elle se souvenait parfaitement du jour où il était parti, en septembre 2013, à l'âge de 12 ans, pour l'académie de l'AS Monaco. Toute l'école s'était rassemblée dans la cour pour lui dire au revoir. Elle gardait encore la lettre qu'il avait écrite, promettant qu'il n'oublierait jamais ses leçons. « Quand tu es parti d'ici pour l'académie, je savais que tu irais loin. Mais ça a dépassé tous mes rêves les plus fous. »« Vous avez toujours cru en moi », interrompit doucement Kylian, posant sa main sur l'épaule de la professeure. Ses mains étaient grandes maintenant, calleuses par l'entraînement, mais le geste gardait la même délicatesse que lorsqu'il consolait les camarades qui pleuraient à la récréation. Même quand je passais plus de temps à dessiner des terrains de football dans les marges des cahiers qu'à prêter attention aux leçons de grammaire. Même quand j'avais de mauvaises notes en dictée parce que je rêvais éveillé. Vous n'avez jamais abandonné. Il se souvenait de tout. Comment elle restait 15 minutes après les heures pour expliquer à nouveau la division à 2 chiffres. Comment elle apportait des livres de chez elle pour lui, sachant que sa famille n'avait pas d'argent pour en acheter. Comment elle parlait avec sa mère, Faiza, lors des réunions de parents, trouvant toujours quelque chose de positif à dire, même quand il ne s'était pas bien comporté. Ils marchèrent ensemble vers la salle de classe, où tout avait commencé. Salle 12, 2e étage, 3e porte à gauche. Kylian compta chaque marche de l'escalier. Il y en avait 22, comme le numéro qu'il portait en équipe de France. Les murs avaient encore la même peinture verte délavée, s'écaillant à certains endroits. L'odeur était exactement la même, craie, papier vieux, nettoyant au pain, et quelque chose d'indéfinissable que seules les vieilles écoles possèdent. Les pupitres étaient les mêmes qu'il y a 15 ans, trop petits pour lui maintenant. Bois clair avec plateau bleu, plein de rayures et de dessins faits par des générations d'étudiants. Les souvenirs restaient intacts dans chaque détail. Kylian se souvenait de tout. La carte de France au mur avec les régions coloriées à la main par lui-même lors d'un projet de géographie, l'étagère de livres qui n'avait jamais assez de livres, les hautes fenêtres qui laissaient entrer peu de lumière parce qu'elles donnaient sur la cour intérieure. Le tableau noir qui grinçait quand la professeure écrivait.
l'horloge qui retardait toujours de 5 minutes. Je m'asseyais là, dit-il en montrant le 3e pupitre de la 2e rangée, près de la fenêtre. Et vous vous fâchiez parce que j'oubliais toujours d'apporter ma règle pour les cours de géométrie. Je me souviens que vous me prêtiez la vôtre, cette vieille règle en bois avec des chiffres presque effacés. Madame Dubois rit à travers ses larmes, touchant le pupitre qu'il avait indiqué. Tu prêtais ta gomme à tout le monde et après tu n'arrivais pas à effacer tes propres erreurs. Je gardais toujours des gommes de rechange dans le tiroir à cause de toi. Et le jour où j'ai apporté mon ballon de football pour le cours d'éducation physique et qu'il a crevé sur l'épine de la clôture, sourit Kylian, vous l'avez cousu avec du fil et une aiguille pendant la récréation. Tu as tellement pleuré que j'ai cru que le monde s'écroulait, répondit-elle, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en papier. Mais le lendemain tu as apporté un nouveau ballon pour le partager avec tes camarades. J'ai apporté quelque chose, dit-il, sa voix changeant de ton, devenant plus sérieuse. Il tendit l'enveloppe jaune à son ancienne professeure. Ses mains tremblaient légèrement, révélant une nervosité que même les stades bondés n'arrivaient pas à provoquer. Mais avant que vous l'ouvriez, je dois vous expliquer quelque chose. Madame Dubois l'observa avec curiosité. Il y avait quelque chose de différent dans ses yeux, une détermination qu'elle n'avait pas vue depuis qu'il était enfant. Ces derniers mois, j'ai beaucoup pensé à cet endroit. À quel point il a été important pour moi. À combien d'enfants passent par ici tous les jours, pleins de rêves, mais sans opportunité. J'y pense quand je voyage dans le monde, quand je suis dans des hôtels luxueux, quand je vois la différence entre ce que j'ai maintenant et ce que j'avais quand j'étudiais ici. Il fit une pause, regardant par la fenêtre la cour où il avait appris à partager, à respecter, à rêver. Je ne veux pas seulement donner de l'argent et partir. Je veux faire partie de la solution. Je veux que cet endroit devienne un exemple pour toute la France. Madame Dubois ouvrit l'enveloppe avec précaution, comme si elle contenait quelque chose de fragile. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant le contenu. Ce n'était pas de l'argent, comme elle aurait pu l'imaginer. C'était quelque chose de beaucoup plus précieux. Des documents officiels imprimés sur papier à en-tête, des contrats détaillés, des plans architecturaux colorés, des photographies d'autres écoles qui avaient été transformées, des budgets détaillés, des chronogrammes de travaux. Ce sont des contrats de partenariat, expliqua Kylian, sa voix gagnant en force et en détermination. J'ai créé une fondation appelée Kylian Mbappé Inspired by Bondy, et je veux que cette école soit la première bénéficiaire. Ce n'est pas seulement pour des rénovations ou de nouveaux équipements, bien que cela soit aussi inclus. C'est pour créer un programme que j'appelle Rêves sans frontières. La voix de Madame Dubois se brisa quand elle commença à lire les documents. Chaque page révélait des détails impressionnants. Le programme offrait des bourses d'études complètes aux enfants qui démontraient un talent dans n'importe quel domaine. Pas seulement le sport, mais les sciences, les arts, la littérature, la technologie, la musique, le théâtre, la cuisine, tout ce qui allumait la passion d'un enfant. Il incluait un mentorat personnel avec des professionnels renommés, scientifiques, artistes, écrivains, musiciens, chefs, entrepreneurs, qui s'engageraient à suivre personnellement le développement de chaque enfant. Un soutien psychologique spécialisé avec des thérapeutes pour enfants. Des cours de soutien individualisés. L'accès à des bibliothèques numériques avec des milliers de livres. Des laboratoires de sciences équipés de microscopes, télescopes, équipements de chimie. Des studios d'art avec du matériel professionnel. Des salles de musique avec des instruments de qualité. Des cours de langue avec des professeurs natifs. Des voyages éducatifs vers des musées, universités, centres de recherche. Et plus important, la garantie qu'aucun enfant avec du potentiel ne serait laissé pour compte par manque de ressources. Alimentation, transport, uniformes, matériel scolaire, tout serait fourni. Kylian, c'est impossible. Ça doit coûter des millions d'euros. 12 400 000 euros, répondit-il avec précision, sans hésitation. Tous mes prix de la Coupe du Monde 2022, plus les bonus de performance, plus 20% de mon salaire pour les 10 prochaines années. J'ai déjà transféré l'argent sur un compte spécifique géré par une entreprise d'audit indépendante. Il sortit un autre document de l'enveloppe. Voici le relevé bancaire. Madame Dubois regarda les chiffres et sentit ses jambes faiblir. C'était réel. Tout était réel. Vous m'avez appris que le succès n'a de valeur que quand il est partagé, continua-t-il. Vous vous souvenez quand j'ai gagné mon premier trophée au Bondy Nord ? J'avais 8 ans et j'ai couru vous le montrer. Vous avez dit, Kylian, les trophées prennent la poussière sur l'étagère, mais les vies qu'on touche brillent pour toujours. Je n'ai jamais oublié ces mots. À ce moment-là, quelque chose changea dans le regard de Madame Dubois. Elle se souvint du garçon qui restait après les cours pour aider ses camarades en difficulté en mathématiques, qui partageait son déjeuner, toujours un sandwich au jambon et fromage que sa mère préparait,
avec ceux qui oubliaient le leur à la maison, qui ne laissaient jamais personne seul à la récréation, qui avait apporté ses vieilles chaussures de foot pour les donner à Omar ou les Aratsfina Tuchumakana, un camarade qui n'en avait pas, et rêvait de jouer au football. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda-t-elle, traitant encore l'ampleur du geste. « Tu pourrais investir dans n'importe quoi, n'importe où dans le monde. Tu pourrais acheter des maisons, des voitures, des entreprises. »« Je dois faire ça, » corrigea-t-il, regardant par la fenêtre la cour où il avait appris ses premières leçons sur le travail d'équipe. « Pendant des années j'ai rêvé de rendre à cet endroit qui m'a tant donné, mais je ne veux pas seulement donner de l'argent. Je veux être présent. Je veux venir ici une fois par mois, parler avec les enfants, pas seulement de football, mais de rêve, de persévérance, de l'importance d'étudier, même quand les rêves semblent impossibles. » Il sortit son téléphone et montra son agenda. « Regardez, j'ai déjà bloqué les premiers mardis de chaque mois pour les 5 prochaines années. Mon agent est devenu fou, mais je ne négocie pas ça. » Madame Dubois ferma les yeux un moment, se rappelant toutes les fois où elle avait prié pour que ses élèves aient de meilleures opportunités. Combien de fois avait-elle perdu le sommeil en pensant à des enfants brillants qui n'auraient jamais la chance de développer leur talent? Combien de fois avait-elle dépensé son propre argent, sa maigre retraite de professeur, pour acheter du matériel scolaire aux élèves dans le besoin? « Il y a une condition, » dit Kylian, interrompant ses pensées. « Laquelle ?» demanda-t-elle, s'essuyant les yeux avec un mouchoir en papier froissé. « Vous devez diriger le programme. J'ai déjà parlé avec la mairie, avec le ministère de l'Éducation, avec tous les organismes nécessaires. Ils ont accepté de créer un poste spécial pour vous, coordinatrice de développement éducatif. Le salaire est 3 fois plus élevé que celui d'une professeure ordinaire, et vous auriez une équipe de 15 personnes pour aider. » Madame Dubois le regarda avec incrédulité. « Kylian, j'ai 62 ans. Je devrais penser à la retraite, pas à commencer une nouvelle carrière. »« Exactement pour ça, » répondit-il en souriant. « Personne ne connaît ses enfants comme vous. Personne ne sait identifier le potentiel comme vous. Personne n'aime l'éducation comme vous. Je peux fournir les ressources, mais j'ai besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment ce que c'est d'enseigner avec le cœur. » Il se pencha vers l'avant, ses yeux brillants de passion. « J'ai déjà parlé avec des spécialistes en éducation, des psychologues, des pédagogues. Tous ont dit la même chose. L'argent est important, mais sans la bonne personne pour diriger, rien de tout ça ne fonctionnerait. J'ai besoin de vous. » Elle le regarda l'homme qui était devenu le petit garçon, et comprit que c'était le moment qui définirait le reste de sa vie. Ce n'était pas seulement accepter une offre généreuse. C'était croire que de vrais changements étaient possibles, qu'une professeure d'école publique pouvait diriger un projet qui changerait des centaines de vies. « Oui, » chuchota-t-elle, puis répéta plus fort. « Oui, j'accepte. » Kylian se leva et l'embrassa, comme il le faisait quand il était enfant et qu'il avait réussi à résoudre un problème difficile de mathématiques. « Il y a encore une chose, » dit-il, sortant un dossier de l'enveloppe. « Je veux que vous choisissiez personnellement les 20 premiers enfants qui bénéficieront du programme. Vous avez un mois pour décider. Ne vous basez pas seulement sur les notes, mais sur le potentiel, la détermination, l'éclat dans les yeux. » Quand les enfants furent finalement autorisés à entrer dans la salle, ils trouvèrent Kylian assis dans un des petits pupitres, ayant l'air mal à l'aise, mais sincèrement heureux. Ses longues jambes ne rentraient pas sous la table, et il dut s'asseoir de côté. Monsieur Laurent avait essayé d'organiser une présentation formelle, mais Kylian avait demandé que ce soit quelque chose de simple, naturel. « Bonjour les enfants », dit-il, et la salle explosa en cris de joie. « Mbappé, Mbappé, Mbappé » crièrent les enfants. Il attendit qu'il se calme, souriant patiemment. Il ne parla pas de ses accomplissements ou de la célébrité. Au lieu de cela, il demanda leurs rêves, écoutant chaque réponse avec une attention totale. « Je veux être scientifique et découvrir le remède contre le cancer », dit Amara, une fillette de 9 ans, avec des nattes colorées et des yeux pleins de détermination. « Ma grand-mère est morte du cancer et je veux aider d'autres personnes. Je veux écrire des livres qui font pleurer les gens d'émotion », déclara Thomas, un garçon timide au fond de la salle, qui portait toujours des cahiers pleins d'histoires. « J'ai déjà écrit 10 nouvelles, mais personne ne veut les lire. »« Je veux être comme vous et jouer pour la France », cria Malik, un garçon de 8 ans qui portait un maillot de l'équipe de France rapiécé. « Je veux être professeur comme Madame Dubois », dit Sophie, une fillette de 10 ans qui aidait toujours ses camarades. « Je veux être chef et avoir mon propre restaurant », déclara Lucas, qui parlait toujours de nourriture. « Vous pouvez être tout ça et bien plus », répondit sérieusement Kylian, regardant chaque enfant dans les yeux. « Mais d'abord vous devez me promettre une chose. N'arrêtez jamais d'étudier. Le talent sans éducation c'est comme une voiture sans carburant. Elle peut être belle, mais elle ne vous mènera nulle part. Je suis arrivé où je suis parce que je m'entraîne tous les jours, mais aussi parce que je n'ai jamais arrêté d'apprendre. » Il se leva et alla au tableau noir,
prenant une craie. Vous savez quelle a été la chose la plus importante que j'ai apprise dans cette salle? Les enfants secouèrent la tête. Que tout le monde a un talent spécial. Madame Dubois me l'a appris. Certains sont bons en mathématiques, d'autres en français, d'autres en dessin, d'autres en musique. Le secret, c'est de découvrir quel est votre talent, et de travailler très dur pour le développer. Il passa les 2 heures suivantes à parler avec chaque enfant individuellement, demandant leur matière préférée, leurs peurs, leurs rêves. Il dessina des autographes, mais plus important, il dessina des cartes des rêves de chacun, montrant les étapes nécessaires pour les atteindre. Pour Amara, il expliqua qu'elle devait exceller en sciences, mais aussi en anglais, parce que la recherche scientifique est internationale. Pour Thomas, il parla de l'importance de beaucoup lire et d'étudier la littérature. Pour Malik, il expliqua qu'être joueur professionnel exigeait aussi de la discipline dans les études. « Je vais revenir ici tous les mois, promit-il, et je veux voir vos progrès. Ceux qui s'efforceront le plus auront une surprise spéciale. » 3 mois plus tard, les travaux avaient déjà commencé. L'école fut partiellement interdite pour rénovation, mais les cours continuèrent normalement. Kylian avait engagé la meilleure entreprise de construction de Paris, qui travaillait en équipe pour minimiser l'impact sur l'enseignement. Madame Dubois trouva Kylian dans le même couloir où tout avait commencé. Il observait les enfants jouer dans la cour fraîchement rénovée, qui avait maintenant une petite bibliothèque en plein air, avec des bancs colorés, de nouveaux équipements pour l'éducation physique, un jardin communautaire et un terrain de sport couvert. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ?» demanda-t-elle, le rejoignant à la fenêtre. « Quoi ? Vous auriez pu faire ça n'importe où dans le monde. Vous auriez pu choisir des écoles plus connues, avoir plus d'impact médiatique, gagner plus de reconnaissance publique. » Kylian sourit, le même sourire timide de toujours. « Mais c'est ici ma place. C'est ici que j'ai appris que chaque personne a de la valeur, indépendamment d'où elle vient ou où elle va. Vous me l'avez appris quand j'étais juste un garçon rêveur, dans un quartier que tout le monde avait oublié. Amara a été acceptée dans le programme de sciences de la Sorbonne, raconta-t-elle fière. Elle n'a que 9 ans, mais elle fait déjà des expériences qui impressionnent les professeurs universitaires. Elle a découvert une façon de cultiver des plantes sans terre en utilisant seulement de l'eau et des nutriments. Et Thomas ? Son premier livre va être publié par Gallimard. Une histoire sur un garçon qui enseigne le football aux enfants aveugles. L'éditeur a dit qu'il n'avait jamais vu un enfant écrire avec autant de sensibilité. Et Malik ? Il veut toujours être joueur, mais maintenant il veut aussi être professeur d'éducation physique. Il dit qu'il veut enseigner aux enfants comme vous lui avez enseigné. Ah, et il a les meilleures notes de la classe. Et Sophie ? Elle aide déjà les plus petits avec leurs devoirs. Elle a un talent naturel pour enseigner. Je pense l'inclure dans le programme de mentorat inversé. Et Lucas ? Il suit un cours de cuisine le samedi. Il sait déjà faire 15 plats différents. La semaine dernière, il a apporté un gâteau qu'il avait fait lui-même pour le partager avec la classe. Kylian sourit, satisfait. Et les autres ? Tous progressent. Certains plus lentement, d'autres plus vite, mais tous progressent. Vous savez quel a été le plus grand changement ? Lequel ? L'estime de soi. Ils se sentent spéciaux. Ils sentent que quelqu'un croit en eux. Ça a tout changé. Pendant qu'ils observaient les enfants courir et rire, tous les deux savaient qu'ils assistaient à quelque chose de rare. La preuve que la bonté génère la bonté, qu'investir dans les bonnes personnes peut changer le monde d'un enfant à la fois. « Merci, » dit Madame Dubois, sa voix chargée d'émotion. « Merci à vous, » répondit-il, posant sa main sur l'épaule de la professeure. « Pour avoir cru en moi quand je ne savais même pas en quoi croire. Pour m'avoir appris que le vrai succès ne se mesure pas en buts marqués, mais en vies touchées. » Et à ce moment-là, regardant l'avenir qu'ils construisaient ensemble, tous les deux comprirent que les plus grands buts de la vie ne sont pas marqués dans les stades, mais dans les cœurs des personnes qu'on choisit d'aider à briller. L'école Henri Barbus n'était plus seulement une école à Bondy. Elle était devenue un phare d'espoir, prouvant qu'avec dévouement, amour et ressources bien dirigées, n'importe quel rêve peut devenir réalité. 6 mois plus tard, quand les journalistes découvrirent finalement le projet, Kylian refusa toutes les interviews télé. « Ce n'est pas à propos de moi, dit-il simplement. C'est à propos d'eux. Ça a toujours été à propos d'eux. » Mais il accepta de donner une seule interview au journal local de Bondy. Le titre disait « Le garçon qui est parti de Bondy et a ramené le monde ». 1 an plus tard, l'école Henri Barbus avait une liste d'attente pour les inscriptions. Des familles déménageaient dans le quartier spécifiquement pour que leurs enfants puissent y étudier. Le programme Rêves sans frontières était devenu un modèle national, et d'autres écoles de toute la France demandaient à implémenter le même système. Madame Dubois, maintenant dans sa nouvelle fonction, voyageait dans le pays donnant des conférences sur la méthodologie éducative. Mais elle revenait toujours dans sa salle de classe, parce que c'était là qu'elle se sentait chez elle. Et chaque premier mardi du mois, quand Kylian apparaissait au portail de l'école avec son sac à dos en cuir marron, les enfants criaient de joie.
Mais ce n'était plus seulement parce qu'il était célèbre. C'était parce qu'il était devenu partie de la famille. « Monsieur Kylian !» criait-il, courant pour l'embrasser. « Vous avez apporté d'autres histoires ?» Et il en apportait toujours. Des histoires sur d'autres pays, d'autres cultures, d'autres enfants qui avaient réalisé des rêves impossibles. Mais principalement, il apportait le message que chacun d'eux avait le potentiel de changer le monde. « Souvenez-vous » disait-il toujours avant de partir, « vous n'êtes pas juste des enfants de Bondy. Vous êtes l'avenir de la France. Du monde. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas. Parce que vous pouvez. Je le sais parce que j'ai été où vous êtes. » Et pendant qu'il s'éloignait, faisant signe par la fenêtre de la voiture, les enfants restaient dans la cour, rêvant de l'avenir qu'il avait aidé à rendre possible. Parce que parfois, le plus grand but que quelqu'un peut marquer n'arrive pas dans un stade. Ça arrive dans le cœur d'un enfant qui apprend à rêver.